Mesdames et messieurs, l'Iran dicte désormais les lois et l'Amérique perd le contrôle total. Je vais commencer à vous dire ceci. Nous avons deux grandes puissances. Deux grandes puissances s'assoient à la table des négociations. Enfin, pas vraiment à la même table. Elles sont dans des pièces séparées avec un intermédiaire qui fait la navette entre elles. Et la question qui circule dans les médias depuis des mois, c'est qui mène vraiment la danse ici? Est-ce que l'Amérique de Donald Trump impose ses conditions à l'Iran? Ou est-ce que l'Iran tient tête, résiste et dicte malgré tout une partie du tempo? C'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui avec les faits qu'on a, les zones d'ombre qu'on doit nommer. Et sans prétendre savoir ce qu'on ne sait pas. On ne fait pas ceci. On parle de ce qu'on sait, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. La première devise de cette chaîne. Maintenant, retournons quelques mois en arrière. Au printemps 2025, en mars, Donald Trump envoie une lettre à Khamenei, le guide suprême iranien, proposant des négociations sur le nucléaire. Khamenei la rejette publiquement, mais derrière, quelque chose se passe. Les premiers pourparlers ont finalement lieu le 12 avril 2025 en Mascate, en Oman, mené par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est Abbas. Les deux délégations sont dans des salles séparées, les messages transmis par des médiateurs omanais. Ce n'est pas une négociation directe, c'est une négociation indirecte. Une distinction qui a son importance. On y reviendra. On y reviendra. Un deuxième cycle a lieu à Rome le 19 avril. Un troisième en Mascate le 26 avril, accompagné d'une première réunion au niveau des experts pour essayer de construire un cadre d'accord. Ça avance en apparence. Sauf que les positions de fond, elles ne bougent pas vraiment. Steve Witkoff, autant pour moi, Steve Witkoff affirme que l'Iran ne pourra concevoir ni capacité d'enrichissement, ni centrifugueux. Trump lui-même dit que l'objectif est un démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Et de l'autre côté, Téhéran répond que l'enrichissement est un droit national non négociable. Le ministre iranien déclare clairement l'affirmation selon laquelle il ne faut pas procéder à l'enrichissement en soi une domination. Il dit ceci, l'affirmation selon laquelle il ne faut pas procéder à l'enrichissement est en soi une domination. Voilà donc le nœud du problème, posé dès le début. L'Iran propose un plan à 3 étapes. Une réduction temporaire de l'enrichissement à 3,67% en échange d'un succès à ses avoirs gelés et de l'autorisation d'exporter son pétrole. Mais les points de désaccord cruciaux restent entiers. Le droit à l'enrichissement domestique, le sort des stocks actuels d'uranium hautement enrichi et les conditions de levée des sanctions. Ensuite, ça se complique. Le 4e cycle de négociations prévu début mai à Rome est reporté. Les officiels iraniens citent les sanctions américaines, les actions militaires contre les Houthis au Yémen. Et c'est ce qu'ils appellent un comportement contradictoire et les déclarations provocatrices de Washington. Et là, une chose notable, les États-Unis ne confirment même pas leur participation à ces pourparlers. La date et le lieu du prochain cycle restent non confirmés. Arrêtons-nous là une seconde, parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. On a deux pays qui parlent, ou essaient de parler, mais qui affichent publiquement des positions incompatibles. Et pourtant, le processus continue. Pourquoi? Côté américain, Trump menace, impose des sanctions sur le pétrole iranien, parle de démantèlement total. Côté iranien, on parle de droits souverains. On crée un nouveau missile balistique. Le général Salami, des gardiens de la révolution, des déclarations très dures.
Et en même temps, les deux parties reviennent s'asseoir dans leurs pièces séparées. À chaque nouveau cycle, ce décalage entre les discours publics et la réalité diplomatique est l'un des aspects les plus difficiles à lire dans ce dossier. Il y a une chose, il y a une autre donnée qu'on ne peut pas ignorer. Entre février et mai 2025, la capacité de break-out de l'Iran, c'est-à-dire le temps nécessaire pour produire suffisamment de matière fissile pour une arme nucléaire, s'est réduite en quelques jours seulement. Quelques jours. L'Iran disposait alors d'environ 408 kg d'uranium enrichi à 60%, bien au-dessous des 90% nécessaires à une arme militaire, mais techniquement pas très loin. Ce chiffre change la lecture de la situation. Ce n'est pas l'Amérique qui impose ses conditions à un Iran affaibli. C'est une négociation entre deux acteurs qui ont chacun à leur façon quelque chose à perdre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec honnêteté sur les rapports de force ici? Première lecture. Trump est en position de faiblesse relative. Il avait quitté l'accord de Vienne en 2018, convaincu que la pression maximale ferait plier l'Iran. Or, 7 ans plus tard, l'Iran a multiplié ses stocks d'uranium, enrichis par 32. Avant les frappes de juin 2025, l'AIEA estimait que l'Iran disposait d'environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%, contre les 300 kg autorisés par l'accord en 2015. La stratégie de pression maximale n'a pas produit de capitulation, elle a produit une prolifération. Ce n'est pas anodin. Deuxième lecture. L'Iran n'est pas en position de forcer non plus. L'économie iranienne est en crise sévère. Les sanctions pèsent. Les conseillers proches de Khamenei l'ont averti que la menace de guerre combinée à la crise économique pouvait faire tomber le régime. Ce n'est pas une source iranienne qui dit ça. C'est ce que les propres conseillers du guide suprême lui auraient dit en interne. Ça nuance considérablement le récit de l'Iran qui dictait ses lois. Un acteur qui dicte ses lois n'a pas peur de tomber. Troisième lecture. Les deux parties jouent pour leur galerie nationale. Trump a besoin d'afficher une posture de fermeté. L'Iran a besoin de montrer qu'il ne cède pas à la pression extérieure. C'est un pilier de sa légitimité intérieure depuis 1979. Dans ce contexte, les déclarations publiques ne reflètent pas nécessairement ce qui se passe dans les salles. C'est une dynamique diplomatique classique, mais si elle est poussée à l'extérieur parce que les deux systèmes politiques ont des contraintes internes très fortes. Ce qu'on voit ici n'est pas nouveau. Depuis 2003, quand la question nucléaire iranienne est réellement entrée dans l'agenda international, chaque cycle de négociation a suivi peu ou pour le même schéma. Des discussions, des positions irréconciliables en public, des moments de rapprochement relatifs, puis une impasse. Jusqu'à présent, tous les cycles de discussions en fait, depuis le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018, se sont soldés par un échec. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat factuel. Ce qui change en 2025 et qui est important, c'est l'échelle de ce que l'Iran a construit. L'AIEA estime qu'au 13 juin 2025, l'Iran disposait de 440,9 kg d'uranium enrichi à 60%. Ce niveau reste bien en dessous des 90% associés à l'uranium de qualité militaire, mais il n'en est plus très loin. Parlons politique. Le temps, dans une négociation nucléaire, n'est pas neutre en fait. Chaque mois qui passe sans accord est un mois pendant lequel la situation technique évolue, et ça, les deux parties le savent. Ce qui change aussi, c'est le contexte géopolitique plus large. Téhéran est prêt à discuter de son programme nucléaire, mais refuse catégoriquement d'aborder son programme balistique ou sa politique de soutien aux groupes alliés dans la région. Washington, de son côté, veut tout mettre sur la table.